Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un objet plus précis par rapport à ce qu'on vous avez déjà commencé à vous parler ce matin, donc c'était vraiment un peu un panorama général de ce qu'on avait fait. Là je vais m'intéresser à la question de l'image de cinéma et Amélie m'a tendu une superbe perche à la fin de sa présentation, donc sur cette question des poétiques spécifiques de l'image de cinéma et des transferts possibles d'un genre à l'autre, ce qui est quelque chose qu'on va commencer à regarder. Alors j'insiste sur le fait que ma présentation est en partie expérimentale et que je vous montrerai aussi un certain nombre de techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir justement analyser poétiquement l'image de presse et en masse et repérer potentiellement des effets structurels dans la manière dont c'est structuré. Et là j'insiste aussi sur le fait de la spécificité aussi, ça va aller au-delà de la question de l'image de cinéma, mais vraiment la question de l'image de presse avec ses effets de récurrence, ses effets de régularité, et donc appliquer à peu près ce qu'on a mené comme étude de la presse depuis déjà 10-20 ans avec un regard vraiment structurel sur les formes culturelles, l'appliquer donc aux images de presse avec ces nouveaux outils qui rendent cela possible. Donc voilà, donc là, je vais procéder... Je ne voulais pas non plus avant ça. Je t'abandonne, mais c'est... Oui, très bien. Au revoir. Donc je vais procéder un peu en 4 temps. Donc d'abord, je veux revenir sur le fait que le journalisme de cinéma, c'est un journalisme d'image, et c'est extrêmement important pour penser la spécificité parmi l'ensemble journalistique. Donc là, c'est un point que je vais mettre en avant, et là, je vais insister notamment sur la poétique éditoriale de l'image, sur la manière dont c'est distribué au sein du journal, et le fait que le cinéma est un des lieux où cette poétique s'affirme le plus. Deuxièmement, je vais vous présenter un peu les nouveaux outils qu'on utilise ici. Donc là, je vais essayer d'être assez rapide et assez bref, et au besoin, on pourra aller plus loin dans les questions. Troisièmement, je vais vous montrer comment avec ces outils-là, on peut commencer à rechercher des images par similarité et donc progressivement arriver donc au 4e point, qui est le point majeur, la question des formes structurelles et la question des régularités dans la manière dont les images sont produites et ce que ça peut nous informer sur la politique générale de l'image de presse. Donc on y va, journalisme d'image. Donc là je reviens à nouveau sur le fameux texte de René Jeanne et Charles Ford, donc qui est un des textes fondateurs finalement de l'étude de la critique de cinéma et même plus largement du journalisme de cinéma, et c'est là aussi on a un rapport particulier avec ce texte au sein de notre projet parce que c'est un texte qui s'intéresse aussi aux publicités, aux manières dont le cinéma est largement diffusé dans la presse, et c'est une approche dans laquelle on se reconnaît finalement pas mal. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce texte se trouve sur une hypothèse qui est très incertaine, qui n'a pas vraiment été confirmée par la suite, mais qui est que pour eux, le cinéma, ça a été le plus grand bouleversement de la presse depuis l'avènement du double marché de l'Émile de Girardin en 1836. Donc le fait que la presse se tourne vers un modèle publicitaire, pour eux, l'avènement du cinéma, ça change complètement la manière de représenter l'information dans la presse. Alors ils ont aussi une vision assez large du cinéma, parce qu'on était à l'époque où il y avait encore cette actualité cinématographique, mais on a cette vision très large que le cinéma change complètement l'ordre de la presse, et que l'arrivée aussi numérique de cinéma va changer aussi complètement les hiérarchies, des normes et des formes culturelles au sein de la presse. Et là ça fait un peu le point avec ce qu'Amélie pointait en termes de transfert culturel et de manière à représenter même les images. Donc on a cette hypothèse qui est là. Et le problème qu'on avait jusqu'à présent, notamment pour étudier un peu de manière large dans le cinéma, c'est que on travaille surtout à partir du texte, et c'est un problème qui se renouvelle à nouveau dans la version numérisée, parce que les recherches, on va les faire que sur des textes, on ne fait pas faire des recherches par image. Et donc on tombe sur des images de manière avant tout accidentelle, c'est-à-dire qu'on va rechercher des recherches d'occurrence, on va commencer à éplucher des corpus, et là-dedans évidemment, on peut le voir typiquement ici, c'est couvert d'images, et même la manière dont rhétoriquement la page, le supplément de cinéma est construit et structuré autour des images. Mais malgré tout, ces images-là, elles ne vont pas apparaître, et lorsqu'on regarde par exemple le texte transcrit automatiquement par l'outil qui s'appelle un OCR, donc c'est l'outil de retranscription automatique des textes sur les textes numériques, les images disparaissent, de fait. On n'a que du texte brut. Et par contraste, nous, au sein du projet NumaPress, on a essayé d'affirmer une approche qu'on appellerait contextuelle du text mining. Donc là, je vous renvoie à un article qu'on a publié récemment sur notre site où on expose un peu tout ça. Et l'idée de départ, c'est notamment de jouer à fond sur les coordonnées originales des mots dans la page du journal, de manière à pouvoir identifier les différents objets, commencer à les hiérarchiser, distinguer qu'est-ce que ça, c'est un titre, ça, c'est ça, c'est une dépêche, et ainsi de suite. Et donc, l'avantage avec cette approche, on peut aussi l'appliquer aux images. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire, ce que j'ai présenté ce matin, donc là je ne reviens pas, mais le fait que on a aussi les coordonnées des images, même si les bibliothèques numériques ne les exploitent pas malheureusement pour l'instant dans leur interface, mais elles ont les coordonnées des images et savent où elles se trouvent dans le texte du journal, et on a le moyen de les récupérer, de les découper et de pouvoir les recomposer de cette manière-là. Et donc c'est ce qu'on a fait avec cette petite médiathèque. Donc là, déjà, c'est très intéressant d'avoir ça, mais ce qui est intéressant, surtout, c'est que quand on a les coordonnées, on peut commencer à travailler là-dessus. On peut commencer à avoir une idée de où les images sont disposées, comment elles sont construites, comment la page se construit autour de l'image, et comment ça peut nous dire des choses sur la manière dont on crée une poétique éditoriale de l'image au sein du texte de presse. Donc là, là, je vous montre une petite visualisation. Donc là, on procède un peu à l'envers, finalement, par rapport à ce qui est actuellement dans une bibliothèque numérique, où on n'a que le texte, on n'a plus les images. Là, je vous enlève le texte, on va regarder que les images. Donc voilà ce qu'on peut produire par exemple comme visualisation. Donc là, ce que je vous montre ici, c'est toutes les images de presse publiées pendant l'année 1934 du Matin.
Donc chaque point est une image, et bon, j'ai mis un petit peu de transparence pour voir un peu les points de forte concentration, donc c'est toujours les points où il y a le plus d'images. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a 2 pages véritablement où les images sont prépondérantes. C'est la page 1, la 1, et ça c'est logique, donc là, fort effet rhétorique du journal qui s'affiche lui-même, et donc c'est la page 4. La page 4 qui est un peu en cohabitation entre plusieurs suppléments, mais surtout entre le sport et le cinéma, qui vont être les principaux moteurs de l'inclusion de l'image dans le texte de presse. Et c'est intéressant parce qu'on remarque aussi des structures éditoriales qui sont là en absence. Par exemple, en page 2, si là il y a le feuilleton, il n'y a pas une seule image. Et ça dit quand même des choses dans la manière dont les structures éditoriales sont pensées, et le fait que c'est des endroits où on ne va pas avoir d'image, où on va en avoir, et que c'est quelque chose aussi de la construction éditoriale du texte journalistique. Donc là, maintenant, je vais être plus précis, et donc je vais m'appuyer sur la classification automatisée des textes pour essayer de voir finalement où sont placées les images. Donc là, j'ai une petite bout d'application, ce sera quand même plus sympathique. Hop. J'ai fait une petite application interactive en ligne, vous pouvez retrouver d'ailleurs avec cette adresse, d'ailleurs éventuellement, ça je pourrais vous la communiquer. Et donc voilà, donc là on est uniquement sur les textes de cinéma, et donc où se trouvent les images de cinéma, en page 4 parce que c'est là qu'il y a le fameux supplément, mais il peut y en avoir aussi occasionnellement en page 1, occasionnellement on part, il y a des entretiens de stars qui paraissent, qui sont vraiment des exclusivités, là ça part en page 1. Puis occasionnellement des fois ça déborde sur d'autres pages. Mais c'est intéressant, c'est que si on compare avec d'autres genres, par exemple comme la vie politique, on va avoir une comparaison complètement différente. On va avoir essentiellement des images qui vont paraître en page 1 ou un peu en page 2, mais on est dans une hiérarchie complètement différente. Si on regarde le sport, c'est encore radicalement différent, parce qu'au contraire, c'est des contenus qui se dispersent assez largement au sein du journal, mais qui à nouveau sont très largement occupés en page 4. Là, je repars sur la présentation. Je suis encore dans le chrono, c'est pas ce que je vais faire. Non. Ah. Voilà, non, c'est pas ça. Ah oui, je l'ai en haut en fait, ok. Désolé pour l'attente. L'écran. Donc voilà, donc là je passe. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que la page 4 s'est imposée comme la page illustrée par excellence, donc avec la page 1. Et donc de fait, c'est un des endroits où se construit le journalisme d'image. Et elle habite actuellement en colocation avec le sport et le cinéma. Donc là je vous ai mis un petit graphe, c'est le nombre d'images publiées par jour sur toute l'année 1934. Et chaque point, en fait, le point bleu c'est le sport et le point rouge c'est le cinéma. Et on voit bien qu'il y a un effet de colocation qui se dessine assez bien et que c'est avant tout sur l'impulsion de ces jours-là que les images sont publiées. Donc voilà, ce qui est aussi très intéressant, c'est que la politique éditoriale elle est aussi interne à la rubrique. Donc là, je vais me focaliser uniquement sur la supplément cinéma et on va essayer de voir comment les images se dispersent à différentes époques. On va voir que la construction va être quand même assez différente, puisque au début des années 20, on est sur à la fin des années 20, quand la rubrique apparaît, on est sur une construction qui est relativement rigide, avec des espaces prédéfinis où vont se trouver les images et elles vont centrer. Et notamment, on a les 3 premiers rangs qui sont quasiment toujours définis par des grandes images qui sont là un peu en entrée, puis ensuite en bas, on va avoir des petites images qui s'intègrent généralement à l'échelle de colonnes, donc on devine assez bien en fait le dessin des colonnes dans ce cadre-là. Mais si on regarde à la fin des années 30, cette répartition elle va profondément changer. Et on va avoir un positionnement des images qui va être nettement plus dispersé. Et donc ça dit aussi quelque chose de la manière dont on va structurer les images et qu'on va les positionner. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette question des politiques éditoriales. Maintenant, je vais rentrer véritablement sur ce contenu des images et ce qu'elles peuvent nous dire potentiellement sur les caractéristiques de la manière de figurer le cinéma dans le matin, dans les années 30. Donc je me suis intéressé qu'au matin, mais c'est évidemment quelque chose qu'on pourrait réélargir à d'autres corpus une fois qu'on aura travaillé dessus. Donc là, je reviens là-dessus sur le fait que on a des outils de classification textuelle pour identifier des genres, mais qu'évidemment pour les images, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas de mots pour les images. Donc on a des pixels, mais qui individuellement ne veulent rien dire. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir une approche plus globale qui considère le fait que ces pixels vont être en relation les uns avec les autres et que ça décrit potentiellement des formes. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est des outils qui sont assez complexes, donc je ne vais pas rentrer dans la vulgarisation, mais qui sont de plus en plus utilisés. Il y a eu une grosse révolution technologique depuis les dernières années sur la classification automatique des images, et maintenant, c'est des choses qu'on n'arrivait absolument pas à faire il y a quelques années, qu'on arrive maintenant très bien à faire. Donc on a des outils qui savent très bien déterminer si l'image contient un chien ou un individu, mais aussi de manière plus inquiétante, il va reconnaître très bien le visage d'une personne. Et là, on voit très bien les applications qu'il peut y avoir en termes de contrôle sécuritaire et ainsi de suite. Mais bon, c'est aussi bien pour la recherche, puisque ça veut dire concrètement qu'on peut avoir des outils qui permettent de repérer des formes structurelles et de pouvoir construire des analyses à partir de ça. Donc là, je vais aller assez vite, j'ai commencé à appliquer en fait un outil qui existe actuellement pour classer automatiquement des images, et ce qui produit en fait à la fin, il produit une estimation de ce qui est potentiellement présenté, donc il donne une indication. Donc là, j'ai soumis différents. Donc là, j'avais fait le premier test, c'était avec du sport. Donc j'avais soumis plus différentes images de sport, ça se sentait assez bien dans l'ensemble.
enfin sauf qu'ils mélangent un peu les sports, parce que là c'est du football, ils pensent que c'est du baseball. Alors à nouveau, ça rejoint aussi la question des critères culturels, de la manière dont cette classification a été faite, que c'était entraîné avant tout aux États-Unis, donc avec des sports qui sont peut-être plus courants que d'autres. Et ce qui était aussi assez marrant aussi, c'est la différence temporelle, parce que par exemple, ici, il y a l'accoutrement des années 20 qui est quand même beaucoup plus couvrant que l'accoutrement contemporain, ben, il est pris pour les uniformes militaires. Donc c'est assez rigolo. Et j'ai aussi, alors pour encore plus intéressant, le fait qu'à l'époque on a encore une période un peu hybride entre l'illustration gravée et l'illustration photographique, donc les choses ne sont pas encore extrêmement claires et ça brouille un peu le modèle qui se demande exactement ce à quoi il a affaire. Et souvent j'ai des classifications erronées comme couverture de livres qui je pense font écho à mon avis aux couvertures des pulps américains qui sont bien très stylisées. Donc c'est le cas par exemple ici où c'est du patinage artistique, mais la machine trouve que c'est un peu trop dessiné pour être une photo. Voilà, et donc par exemple aussi un truc assez marrant, c'est par exemple c'est un avion militaire, il pense que c'est une navette spatiale, donc là j'ai mis Steampunk for the win, donc le fait qu'effectivement on peut avoir des classifications qui sont relativement anachroniques. On voit encore un cas encore plus marrant, c'est une carte des installations militaires soviétiques, et il pense que c'est des mots croisés à cause des méridiens. Donc là, je vous montre un peu les échecs. Donc sur le coup, vous vous demandez si ça marche vraiment bien, mais en fait, ça marche quand même pas mal. Mais pour que ça marche bien, en fait, il va falloir changer d'approche. Et c'est une approche que j'ai empruntée à un projet néerlandais, où en fait, il récupère pas simplement les étiquettes, parce que les étiquettes ne sont pas entièrement fiables. Par contre, il considère que le fait qu'il y ait des classifications, des subdivisions et des effets de contraste entre des images les unes par rapport aux autres, ça dit des choses. Ça dit des choses de la manière dont la poétique des images va être mise en place. Ça, vous le verrez beaucoup plus concrètement plus tard, lorsque je passerai à la question des cartographies. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu trop complexe. Voilà. Donc ce qu'on va d'abord essayer de faire, c'est de repérer des images similaires. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait le test sur Google, vous avez une fonction qu'on appelle la recherche image inversée. Donc vous avez Google Images, vous pouvez demander d'avoir des images sur n'importe quel sujet. Mais si vous avez déjà une image en tête et que vous voulez retrouver sa source, c'est extrêmement pratique lorsqu'on s'intéresse à la circulation des images sur Internet, on envoie l'image à Google et Google va renvoyer des candidats potentiels de ce que peut être l'image. Et donc on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on va le faire de manière plus souple, parce qu'on va rechercher des images qui ne sont pas exactement celles-ci, mais qui ressemblent à peu près à celles-là. Et ça va nous dire potentiellement des choses sur la manière dont on a potentiellement des effets structurels dans la manière dont les images sont construites. Donc là, par exemple, ici, j'ai fait un premier test et je me suis intéressé à un cas de figure assez courant des images de cinéma. On va voir, ça va être important pour la suite, ce qu'on appelle les images en médaillon. Donc c'est des images avec un découpage ovale, qui sont vraiment comme des petits portraits. Et c'est extrêmement courant et je pense que ça dit des choses finalement de la manière aussi dont on pense le portrait, dont on pense aussi la starification. Et là, c'est aussi une des questions qu'on a de plus en plus au sein du projet. Donc voilà, donc je lui envoie une image en médaillon et je lui dis trouve-moi des images similaires. Et là, il me renvoie plein d'autres images en médaillon, mais aussi des images qui ne le sont pas, mais qui ont potentiellement mais qui tiennent potentiellement à la figuration aussi du personnage féminin. Donc il y a ces deux dimensions qui sont présentes dans l'image d'origine. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut faire aussi des opérations avec la manière dont les images sont encodées et on peut potentiellement annuler certains effets de manière à annuler par exemple l'effet portrait féminin pour avoir que des médaillons. Et donc c'est des choses qu'on peut identifier par la suite. Et donc c'est un outil de recherche d'images concrètement, parce que là on a une idée précise en tête de ce qu'on veut, on veut des images en médaillons et avec ces outils-là on peut réussir à les récupérer, à les retrouver. Mais autre chose par exemple ici, c'est un autre cas de figure qui est super intéressant, c'est les autographes. On a des images autographes qui sont régulièrement publiées dans la presse généraliste. À nouveau, ça dit énormément de choses sur la construction de la starification. Et ça se fait généralement quand le journaliste va rencontrer une star, il va faire un entretien avec elle et à la fin, il sort l'autographe et il le publie dans le journal qui est comme une sorte de fonction indicielle de j'ai vraiment rencontré la personne et voici la trace que j'en ai. Et à nouveau, ces autographes, on peut les retrouver facilement par la recherche de similarité et à la fin, donc il suffit d'avoir un seul exemple et puis après, on en récupère d'autres et on peut donc comme ça faire des recherches par ce biais-là. On peut aussi s'amuser à chercher des caricatures, par exemple, il y en avait énormément aussi de caricatures de stars à l'époque, et c'est aussi à nouveau une forme culturelle qui est intéressante, et à nouveau, simplement en ayant un exemple, on peut en faire émerger d'autres, et donc on a un effet un peu de dispersion, foisonnement de la recherche à partir de ça. Et puis autre cas par exemple aussi, c'est les scènes de films, qui sont aussi des choses qui sont bien reconnues parce que c'est des cas de figuration qui sont quand même très différentes des images qu'on a habituellement, qui sont généralement des portraits. Là c'est véritablement la manière dont plusieurs personnages vont assembler les uns par rapport aux autres. En plus ça fait codifier quand même, c'est beaucoup de films hollywoodiens donc c'est quand même assez standardisé. Mais donc on a effectivement des constructions de ce type-là et à nouveau il suffit d'envoyer une seule image qui est la première pour en avoir un certain nombre et on peut commencer à mener une analyse. Alors on peut partir simplement dans une approche qualitative de commencer à regarder ces images, comment elles sont traitées, etc. Mais donc ça simplifie quand même la recherche. Donc voilà, donc là c'est une première chose qu'on peut faire, mais maintenant on va essayer de monter un peu plus en puissance et on va essayer de commencer à voir, mais est-ce que toutes ces images-là régulières, on commence à dessiner donc les médaillons, les scènes de films, les autographes, est-ce que spontanément elles ne commenceraient pas à se distinguer d'elles-mêmes et on pourrait commencer spontanément à repérer des effets d'assemblage. Alors le terme technique spécialisé c'est cluster, donc c'est le fait d'avoir des choses relativement proches qui vont être rapprochées les unes par rapport aux autres, et ça on va le faire avec un centre de visualisation. Donc là,
Voilà, donc là, ce qu'on va essayer de faire, donc là, je vous montrerai tout de suite la version interactive parce que ce sera quand même plus parlant. Hop, donc ça se trouve par ici. Voilà. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est en fait, c'est l'utilisation des outils en fait de proximité à nouveau. Donc vous vous souvenez le fait qu'il y ait les images et les mêmes labels, ben, elles vont être progressivement proches les unes des autres. Donc là, c'est une manière de visualiser ça. Chaque point est une image, plus un point est proche d'un autre point, plus il est potentiellement similaire. Et lorsqu'il y a des groupes de points, ben, c'est que ça correspond probablement à des genres d'images. Donc là, ici, vous avez une petite visualisation et quand on clique sur un point, ben, on retrouve l'image d'origine. Donc on peut, et alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a, c'est découpé un peu en deux axes, parce qu'on a d'un côté les publicités qui sont en grande partie des textes qui mélangent images et texte, donc on est dans une phase de mélange, d'hybridation, et puis de l'autre côté vous allez avoir avant tout des photos, etc. Et ce qui est assez intéressant c'est que par exemple vous allez avoir des petits clusters, comme par exemple ici, alors j'espère que ça sera assez bien montré, on ne le voit pas très bien, c'est des images en médaillon. Ils sont tous regroupés au même endroit, spontanément. Donc là, on sait que potentiellement, il y a quelque chose qui se dessine, qui correspond potentiellement à un format culturel spécifique et qu'on peut commencer à analyser. Alors il y en a d'autres qui sont regroupés aussi de la même manière, mais j'en parlerai plutôt après. Donc là, je reviens sur la présentation. Donc là je passe, donc les médaillons, ça je vous ai déjà montré, et donc l'avantage après c'est qu'une fois qu'on a identifié que ça c'est une zone, une région de médaillons, bah après on peut récupérer toutes ces images d'un coup et de manière beaucoup plus large que ce qu'on ferait si on envoyait juste une recherche par similarité, parce que là ça peut avoir des effets de brouillage. Si on a un cas particulier qui va être un portrait féminin, on va avoir que des médaillons féminins et on n'aura pas nécessairement quelque chose d'aussi large. Et donc l'avantage c'est qu'une fois qu'on a repéré ces médaillons, on peut commencer à mettre des hypothèses sur la manière dont ils se distribuent dans le temps. Et là, on peut se rendre compte par exemple que les médaillons ont eu en première phase de succès à la toute fin des années 20, après ça décline un peu, et puis un gros comeback au cours des années 30. Alors à nouveau, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est un choix éditorial du journal? Est-ce que c'est quelque chose de plus profond dans la manière de médiatiser le cinéma? Là, pour le résoudre, on va commencer à comparer à ça avec beaucoup plus de corpus. Mais on a potentiellement ce type de piste qui se dessine, et on peut commencer à distinguer on peut commencer véritablement à faire une histoire culturelle de la manière de figurer le cinéma. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut repérer des phénomènes des cas exceptionnels. Donc là, ce que je vous montre, c'est l'apogée des médaillons le matin. Donc c'est le moment où il y en a eu le plus pendant toute la période. Donc on est le 16 mars 1934, donc il y en a eu 7 sur la même page. Et donc vous voyez, alors d'ailleurs ça rejoint exactement à peu près la figuration qu'on montrait Amélie tout à l'heure sur les têtes qui sont pilées les unes par rapport aux autres, donc on est dans une logique de galerie. Et donc à nouveau, on a aussi moyen de remettre en évidence des combinaisons de formes culturelles qui s'assemblent les unes par rapport aux autres. Et puis donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce que les formes sont positionnées, parce qu'à nouveau, quand on a les coordonnées, on peut savoir exactement où ça se trouve et comment la politique éditoriale se construit et comment les médaillons sont positionnés, et on voit assez bien que c'est des choses qui se construisent généralement, ça épouse assez bien le contour des colonnes, et c'est pour eux aussi une unification possible de la raison pour laquelle le médaillon a tant de succès, c'est que c'est une forme qui se moule assez bien dans la structure générale du journal, et que, on le voit assez bien ici, ça tient à la même place que le texte, et ça se construit très bien. Et puis donc bon, alors ce qui est intéressant c'est que après bon là je passe là-dessus, j'ai commencé à faire des classifications par classe, mais là je vais commencer à passer aussi. Je vais plutôt m'intéresser à une nouvelle chose que j'ai commencé à faire. Ce qui m'intéressait beaucoup en fait, c'est qu'on a le cas du cinéma. Ok, c'est pas intéressant, mais alors la question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce qui est spécifique pour le cinéma par rapport au reste du journal? Est-ce qu'il y a des modes de représentation spécifiques au cinéma? Qu'est-ce qui définit finalement la spécificité culturelle d'une image de cinéma dans les années 30? Et là c'est une question pour laquelle je commence à avoir des pistes parce que j'ai commencé à récupérer un échantillon aléatoire de 500 images. Donc il y en a environ 8500 qui sont publiées dans Le Matin en 1934. Donc là j'en ai récupéré 500. Donc c'est des images qui sont en rouge. Et à nouveau, je vais plutôt vous montrer la version interactive, c'est pas quand même mieux. C'est pas ça. Voilà. Donc voilà, donc ici vous avez en rouge c'est les images qui ne sont pas du cinéma, donc c'est que un échantillon de 500 images qui ne sont absolument pas du cinéma, et en bleu c'est les images de cinéma. Et donc on peut voir comment ça se positionne les unes par rapport aux autres, et on voit que y a des registres de figuration qui sont bien spécifiques au cinéma. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à nouveau? Nos fameux médaillons qui sont à nouveau dans un coin à part et qui correspondent à aucune des images positionnées en rouge, parce que clairement c'est une manière de figurer qui est spécifique à la manière dont se construit l'image cinématographique. Pareil ici on va avoir plein de portraits en style Harcourt. Donc vraiment très très stylisé et à nouveau spécifique au cinéma, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres registres de publication. Et puis on a l'effet inverse, on a des formes de publication qui sont spécifiques à d'autres formes journalistiques qui ne vont pas se retrouver dans le cinéma. Donc là ça couvre des choses qui ressemblent beaucoup, qui tiennent beaucoup du dessin et la manière de figurer, mais aussi par exemple on a aussi des cartographies, et là effectivement la notion de géographie du cinéma elle n'a pas tellement de sens. On a aussi des cas plus amusants, on a aussi les mots fléchés qui se trouvent ici.
Et donc on a effectivement une manière de commencer à pouvoir commencer à identifier finalement ces formes spécifiques. Les autographes, ils sont aussi spécifiques au cinéma, ils sont tous dans un coin, ouais, ils sont tous là. Donc on a tous les autographes sont dans un coin à nouveau parce que c'est quelque chose qu'on retrouve de manière absolument spécifique au cinéma et qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Donc voilà. Donc je vais terminer. Donc voilà, donc en conclusion, là je pense quand même que mon idée c'est pas simplement de m'intéresser au cas particulier du cinéma, donc peut-être que je vais vous décevoir un petit peu vu que c'était quand même le thème, mais moi ce qui m'intéresse quand même de manière plus large c'est la question de la politique générale de l'image de presse. Donc c'est véritablement ça, et surtout son articulation avec les genres et la manière dont on va construire certaines images spécifiques à certains genres et la manière dont on va construire des formes culturelles spécifiques, et tout ça est en interaction. Donc voilà, donc là mes objectifs pour l'instant, ça va être notamment d'étendre l'approche politique à d'autres œuvres illustrées, donc là j'ai déjà un peu commencé à le faire, et de manière à pouvoir identifier, et aussi je pense qu'il y aura quand même toute une enquête à faire, parce que là actuellement il y a quand même un gros travail d'interprétation aussi qui doit être mené une fois qu'on a commencé à identifier ces rapprochements, ces convergences, etc. On voit qu'il y a des choses qui se dessinent, mais à un moment donné il faut bien interpréter, et donc je pense qu'il y aura quasiment ce travail collaboratif à entreprendre pour identifier quelles sont ces formes régulières que fait dégager la machine, mais qui restent encore à labelliser. Donc voilà.